Bonsoir, une nouvelle politique très attendue vient de nous parvenir à l'instant, au moment même où nous prenons l'antenne. Le Conseil constitutionnel vient de rendre son avis sur la ratification du traité de Maastricht. À ses yeux, cette ratification exige une révision de la Constitution française. Pour les sages, en effet, sont en effet contraires à la Constitution trois dispositions de ce traité européen: le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales, la politique monétaire et de change, autrement dit la monnaie unique, et la circulation des personnes. Arlette Chabot est en train de se renseigner pour avoir évidemment d'autres précisions, pour imaginer la réaction du président de la République qui sera elle aussi dans les jours prochains très attendue. Nous allons donc l'entendre dans un instant, mais nous voudrions commencer par les affaires qui alimentent toujours la chronique. En vedette, deux hommes très médiatiques, Jacques Médecin et Claude Bèze. Ces deux notables de la politique et du football ont une relation toujours tumultueuse avec la justice. Le premier fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, le second est de nouveau inculpé. Intéressons-nous d'abord à Jacques Médecin, qui avait pris un aller simple pour l'Uruguay, mais qui sera peut-être contraint de prendre un ticket retour. La France pourrait en effet demander son extradition. Albert Ipamonti. Il y a 1 an et demi, réfugié à Punta del Este, Jacques Médecin criait à la persécution politique. Aujourd'hui, il doit fulminer en apprenant qu'un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre lui. On lui reproche des détournements de fonds dans l'affaire dite Nice Opéra, une association largement subventionnée par la ville et qui en fait approvisionnait son propre compte à la Bank of California. Ce mandat d'arrêt devrait logiquement aboutir à une demande d'extradition. Et même s'il n'existe pas de convention entre Paris et Montevideo, les deux pays pourraient très bien trouver un arrangement diplomatique. Méfiant, Jacques Médecin a semble-t-il pris les devants. Bien sûr, il s'est fait bâtir cette somptueuse villa en Uruguay, estimée à 6 millions de francs. Mais ses investissements seraient déjà transférés au Paraguay, une terre d'asile plus sûre au cas où. En France, l'ancien maire de Nice collectionne les procédures. Il y a l'affaire du périodique L'Action qui lui a valu condamnation et inéligibilité. Il y a ce dossier en cours de fraude fiscale et celui d'un marché de câblage douteux attribué à la société Com06. Et enfin l'affaire de la renégociation de la dette de Nice. Chaque fois, ce sont des millions de francs qui se sont évaporés. Les ennuis sont donc loin d'être terminés pour Jacques Médecin. De quoi lui ôter toute envie d'intervenir dans le débat politique, comme il l'avait fait au régional en soutenant à distance Jean-Marie Le Pen en campagne à Nice. Quant à Claude Bèze, ses ennuis aujourd'hui sont à la mesure du pouvoir qu'il exerçait sur le football bordelais, sur le football tout court. L'ancien président des Girondins est une nouvelle fois inculpé. Abus de confiance, faux et usage de faux, complicité de recel, c'est à nouveau la gestion du club qui est en cause. Deux de ses anciens collaborateurs, Didier Kouekou et Hervé Bizot, ont eux aussi été entendus par le juge cet après-midi. Reportage de la 3 à Bordeaux, François Privat. Bèze, Bizot, Kouekou, c'est dans cet ordre que le juge Bernadette Pragou a entendu l'ancien état-major des Girondins de Bordeaux. Des auditions qui ont duré plus de 2 heures chacune, mais dont aucune information pour l'heure n'a filtré. D'après le juge Bernadette Pragou, qui a pu être contacté durant l'après-midi au téléphone, Claude Bèze est ce soir inculpé. Une information à moitié confirmée par ses deux avocats, maître Tosi et Ducossader. Dans l'hypothèse où Claude Bèze est inculpé, reste maintenant à connaître les motifs de cette inculpation. Il pourrait se rapprocher de ceux concernant la première affaire, c'est-à-dire abus de confiance, faux et usage de faux, complicité et recel. Dans les heures qui viennent, Bernadette Pragou pourrait procéder à des confrontations entre les trois hommes avant de passer au débat contradictoire. Ensuite, maître Ducossader et Tosi auront accès au dossier. Toute cette série de procédures fort longues fait que les débats devraient se prolonger fort tard dans la nuit. Mais la grande question qui demeure ici au palais de justice de Bordeaux et qui est sur les lèvres de tous les journalistes, c'est de savoir si Claude Bèze et ses deux ex-lieutenants seront incarcérés ou non. Dernier écho dans cette rubrique affaires, l'ancien sous-brigadier Jean-Claude Labourdette, inculpé dans un trafic d'armes entre la France et le Liban, a été remis en liberté. Il était en détention provisoire depuis plus de 20 mois au Baumettes à Marseille. Le trafic d'armes aurait entre autres alimenté le milieu marseillais. En tout, 20 personnes sont inculpées. Nathalie Darrigrand.
Son entrée au Baumettes avait été discrète, sa sortie est plus médiatique. Jean-Claude Labourdette sera resté plus de 20 mois en prison. Il y a une semaine, l'ancien sous-brigadier chargé de la sécurité de l'ambassade de France à Beyrouth écrit au président de la République pour demander sa mise en liberté. A-t-il été entendu? Aujourd'hui, sa 4e demande est acceptée. Une remise en liberté provisoire car Jean-Claude Labourdette reste inculpé. Inculpé d'infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, soupçonné d'avoir été à la tête d'un trafic d'armes entre la France et le Liban. Trafic d'armes de poing, de fusils d'assaut et de lance-roquettes, achetés à Beyrouth, revendus en France. En poste à l'ambassade de France au Liban depuis 1986, Labourdette reconnaît avoir participé à ces achats et à ces ventes, mais affirme que les armes étaient destinées à des collectionneurs, uniquement à des collectionneurs. J'ai jamais fait de quoi que ce soit pour les voyous, que ce soit bien entendu, et puis si ça avait été le cas, je l'aurais dit. J'ai assumé ce que j'avais fait, je l'ai fait en tant que collectionneur. Et si des dérapages ont été faits, ça n'a pas été du tout de ma part, c'est d'autres personnes qui d'ailleurs sont en liberté. Pourtant, en juillet 90, l'affaire éclate après les révélations d'un ancien CRS qui affirme, lui, que certaines de ces armes ont servi en milieu marseillais. Labourdette ignorait-il l'ampleur du trafic? Ses excellents états de service, sa discrétion sur le rôle de sa hiérarchie jouent en sa faveur. Dans l'affaire, 24 personnes ont été inculpées, dont 13 policiers, 2 gendarmes mobiles. Aujourd'hui, toutes ont été remises en liberté. Et nous allons aborder maintenant avec Arlette Chabot le dossier politique et institutionnel avec l'information que je vous donnais il y a quelques minutes au tout début de ce journal. Le Conseil constitutionnel exige une révision de la Constitution à propos de la ratification du traité européen de Maastricht. Arlette, alors sur des points très précis. Oui, c'est pas une surprise, il faut le dire. Point attendu, c'est évidemment ce qui concerne l'article 3 de la Constitution française qui prévoit que le droit de vote est réservé aux nationaux. On le sait, le traité de Maastricht ouvre le droit de vote aux Européens pour les élections européennes et pour les élections locales, c'est-à-dire les élections municipales. Donc forcément, ça pose un problème. J'allais dire un problème qui est d'autant plus compliqué en France que vous savez que quand on est élu à un conseil municipal et qu'on est maire notamment, eh bien ensuite on vote pour les sénateurs. Donc ça pose un double problème en France. Voilà, ça c'est le premier point, c'est le droit de vote, est aussi celui, vous le savez, qui suscite beaucoup de polémiques. Voilà, et je termine un mot sur la polémique parce que l'opposition, vous savez, est très sourcilleuse sur ce point de droit de vote ouvert aux Européens parce qu'elle craint que ça ouvre ensuite le droit de vote à tous les étrangers, sujet de grands débats dans ce pays. Donc c'était attendu, droit de vote des étrangers chapitre 1. Et puis deuxièmement, ce qui concerne la monnaie, c'est effectivement la création de l'écu, la monnaie commune, et aussi d'une banque centrale. Ça pose un problème de transfert de souveraineté puisque jusqu'à présent la monnaie et la conduite donc de la politique monétaire est privilège de l'État. Et là, il va falloir donc transférer le pouvoir à une banque centrale. Alors on peut imaginer ce qui va se passer maintenant. Le président de la République va proposer au pays ou au Parlement cette révision de la Constitution. De quelle manière? Voilà, de toute manière, il y a pour une révision de la Constitution obligatoirement un débat parlementaire. Un texte, un projet de loi va donc être élaboré, vraisemblablement déposé très vite, peut-être à la fin de ce mois, sur le bureau des assemblées. Le texte doit être adopté de façon identique par les deux assemblées. Ensuite, le président de la République a le choix entre deux possibilités. Ou bien il suit la voie parlementaire et réunit donc en congrès l'Assemblée et le Sénat. Et là, le texte pour être adopté doit être voté par une majorité des 3/5. Ou bien il en appelle directement au peuple par référendum. Ça sera la première partie, et puis ensuite il faudra ratifier l'ensemble du traité de Maastricht, et là aussi, même chose, je veux dire, ça sera le Parlement ou bien le référendum. Sur cette affaire constitutionnelle, vraisemblablement, on devrait rester dans une voie parlementaire. On peut imaginer l'intervention du chef de l'État peut-être demain? Alors, je ne sais pas quand, mais il n'est pas du tout invraisemblable que le chef de l'État, effectivement, après cette décision attendue du Conseil constitutionnel, précise les choses, ses intentions et son calendrier dans les jours qui viennent. Merci Arlette. Ce dossier européen va bien sûr relancer le débat politique. Il faut dire que la fièvre d'hier soir à l'Assemblée est retombée aujourd'hui. L'opposition, émoustillée par la perspective d'un nouveau combat électoral, a fait une pause. Forcément, elle avait appris une bonne nouvelle, le maintien du mode de scrutin majoritaire en 93. Et ce qui est une bonne nouvelle pour les grandes formations politiques est en revanche une mauvaise nouvelle pour les petits partis. Les écologistes et le Front National ont chacun de leur côté protesté. Le maintien du scrutin majoritaire leur laisse en effet peu ou pas de place dans les rangs de l'Assemblée. Charles Sanviti. Coup de théâtre en plein brouhaha, hier, à l'Assemblée d'une phrase, Pierre Bérégovoy règle la question, la proportionnelle aux oubliettes. En 93, l'élection des députés se fera au scrutin majoritaire, comme en 88. À droite, applaudissements, même si l'épouvantail de la proportionnelle ne pourra plus servir d'argument de campagne. Monsieur Bérégovoy, avec sagesse, s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas faire passer
le changement de mode de scrutin, sans doute parce qu'il n'avait pas de majorité pour le faire, et encore plus parce que ça aurait créé des polémiques qui auraient nui un peu plus encore à l'image du Parti socialiste. Au RPR, on loue la sagesse du Premier ministre, mais circonspection aussi. La proportionnelle enterrée pourrait cacher des présidentielles anticipées, un pronostic que partage Jean-Marie Le Pen. Il entre dans l'esprit de François Mitterrand dans le cadre d'un changement de la stratégie politique et probablement d'une modification du calendrier électoral. Et il est fort possible que les élections présidentielles soient avancées. Côté vert reste la déception et la condamnation d'un scrutin majoritaire toujours qualifié d'injuste. Nous pouvons effectivement nous attendre à ce qu'aucun écologiste, à ce qu'aucun député du Front National, ce que je ne regrette pas évidemment, ne soit représenté au Parlement en 1993, ce qui risque de poser beaucoup de problèmes et d'accentuer la fracture entre les électeurs et les partis. Dépit des Verts, en revanche, pour Pierre Bérégovoy, le maintien du scrutin majoritaire clôt 1 an de débat interne au PS et lave l'exécutif de tout soupçon de manipulation électorale. Et Pierre Bérégovoy a reçu aujourd'hui un soutien de taille, celui de Michel Rocard, qui s'est montré beaucoup plus chaleureux à l'égard de l'actuel Premier ministre qu'à l'égard d'une certaine Édith Cresson. Michel Rocard s'est entretenu pendant 3/4 d'heure avec le Premier ministre à Matignon et son hommage très appuyé à Pierre Bérégovoy sera bien sûr remarqué à gauche comme à droite. Michel Lemerle, Louis Aubert. Le thermomètre des relations entre Michel Rocard et Matignon a grimpé de manière vertigineuse. Lui qui était, et pour cause, si réservé à l'égard du précédent gouvernement, ne tarit pas d'éloges sur le nouveau Premier ministre rencontré cet après-midi. Je suis bien heureux d'avoir vu nommer M. Bérégovoy. Je crois que la compétence et le sérieux de ce vieil ami peuvent faire merveille. J'ai eu plaisir aussi à lui dire que son discours de prise de fonction était riche, dense et courageux. Et par conséquent, ce que les Français attendent de leur pouvoir public, qui est beaucoup et qui est grave, ils ne nous l'ont pas envoyé dire. Il y a maintenant beaucoup de chances de pouvoir y répondre, au moins largement, sinon totalement. Hommage appuyé, mais Pierre Bérégovoy n'était pas en reste. C'est lui qui a souhaité recevoir Michel Rocard. Et la poignée de main à la sortie était ostensiblement chaleureuse. Comme si, dans un PS où l'on s'est réparti les rôles, on voulait désormais refaire monter en puissance le candidat virtuel Michel Rocard. Manière comme une autre d'accréditer l'hypothèse d'une élection présidentielle anticipée qui aurait lieu avant les législatives. On n'en est pas encore là, mais les grandes manœuvres ont bien commencé. Les secousses politiques qui ont agité l'hémicycle hier ont fait oublier l'essentiel. Les mesures annoncées contre le chômage seront-elles efficaces? C'est la question que nous nous sommes posée aujourd'hui. Va-t-on par exemple passer en octobre, comme par magie, de 2 900 000 chômeurs à 2 millions? En tout cas, le pari est lancé, mais il sera difficile à tenir. Le ministère du Travail devra en effet doubler son dispositif actuel. Martine Aubry est décidée, elle l'a confirmé aujourd'hui. Reste à savoir si elle peut réussir en si peu de temps. Agnès Molinier. Pas démontée, Martine Aubry. Le ministre du Travail continue son action sur le terrain. Aujourd'hui dans les Yvelines, elle clôturait des rencontres sur l'insertion et c'est bien de cela dont il s'agit. Proposer d'ici octobre une formation ou un travail d'intérêt général aux 900 000 chômeurs de longue durée. Pour Martine Aubry, le problème n'est pas simplement de faire baisser les chiffres du chômage. Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces 900 000 personnes, même si demain la croissance était là à un rythme élevé, seraient pour la plupart non susceptibles de remplir un emploi parce qu'ils cumulent des difficultés. Donc nous devons les aider à résoudre ces difficultés afin qu'ils soient capables de prendre un emploi classique lorsque ceux-ci seront là en nombre plus nombreux. Formation ou travail d'intérêt général, les demandeurs d'emploi concernés ne figureront plus sur les listes de la NPE. Et pour certains, il s'agit d'un retour aux vieilles méthodes dénoncées du temps des TUC. Je n'ai pas vu dans le discours du Premier ministre un infléchissement de sa politique économique. Donc il ne va pas aller vers la création d'emplois productifs. Il va donc essayer de répartir l'emploi. S'il répartit l'emploi, c'est le traitement social. Va-t-on passer de presque 2 900 000 chômeurs aujourd'hui à 2 millions en octobre prochain? Rien n'est moins sûr. Si la croissance comme c'est prévu n'atteint pas 3%, il y aura chaque mois plus de 20 000 chômeurs supplémentaires. Si vous voulez être les premiers à connaître les résultats des élections législatives en Grande-Bretagne, regardez la 3, demain matin à 8 h. Alex Taylor, l'animateur franglais de Continental, les commentera avec plusieurs confrères britanniques.
Les premières indications nous parviendront dans la nuit. Elles coïncideront peut-être avec les sondages favorables aux travaillistes. Fait étonnant, même le très sérieux Financial Times a appelé les Britanniques à sanctionner les conservateurs. Le leader du Labour n'a jamais été aussi près du 10 Downing Street, même si tout se jouera ce soir dans un mouchoir de poche. Sur place à Londres, Memona Interman et Robin Teboul. Le suspense est considérable. Ce sont les législatives les plus serrées depuis la fin de la guerre. Ces derniers jours, l'atmosphère a changé ici. Les sondages ont montré que les conservateurs de John Major ont rattrapé le petit avantage que les travaillistes de Neil Kinnock ont su garder pendant des mois. Ce seront donc les indécis, près de 30% de la population, qui feront la différence. John Major compte sur eux. Beaucoup dépendra aussi du troisième parti, les libéraux de Patty Ashdown, crédités de 19% des suffrages. Ils décideront d'une coalition éventuelle. La presse de droite a matraqué Neil Kinnock avec brutalité. Pour ces journaux, un nouveau gouvernement travailliste signifie le retour des syndicats surpuissants, c'est-à-dire des grèves, et aussi des impôts et des taxes exorbitants. Ils ne parlent pas de la récession. 43 millions d'électeurs, près de 3000 candidats, 3 principaux partis, mais au total 94 formations, dont les indépendantistes irlandais. Les bureaux de vote fermeront dans 3h30 et les résultats devraient être connus demain matin. On saura seulement alors si Neil Kinnock a réussi à reconquérir la classe moyenne, des chauffeurs de taxi aux électriciens. Cette frange de la population votait autrefois travailliste avant de donner 3 mandats à Mme Thatcher. Simplement, depuis 2 ans, elle a beaucoup souffert de la récession. Yasser Arafat a quitté l'hôpital, mais pas la Libye. Le leader de l'OLP, qui est sorti indemne d'un accident d'avion hier dans le désert, restera pendant sa convalescence dans le pays de Kadhafi. Et les premières images du leader palestinien vivant ont provoqué un débordement de joie dans les territoires occupés. Mais le chef de l'OLP est tout de même éprouvé et la réunion du conseil central de son organisation a été reportée. Joël Hazard. Arafat est debout. La télévision libyenne vient de diffuser ces images à sa sortie de l'hôpital Misrata. Le chef de l'OLP ne souffre que de contusions. Il a revêtu son uniforme préféré et retrouvé les siens. Arafat doit la vie à ses gardes du corps. Ils ont eu le réflexe de le pousser à l'arrière de l'avion avant l'atterrissage forcé dans le désert. Le colonel Kadhafi s'était rendu hier soir à son chevet. Après une longue accolade, Kadhafi a interrogé Arafat sur un ton très paternaliste. « Tout va bien pour toi, grâce à Dieu, mais qu'est-ce que tu as à l'œil » Réponse d'Arafat, c'est juste l'arcade sourcilière qui est touchée, rien de grave. Le chef de l'OLP rend hommage au courage des secouristes libyens. Et Kadhafi de sermonner Arafat. « Cette histoire t'a donné une leçon. Il ne faut plus voler de nuit. Et surtout, renseigne-toi sur la météo et emmène assez de kérosène avant de décoller. » La baraka du vieux, comme on le surnomme, est décidément inégalable. Non seulement il est sain et sauf, mais en plus sa cote de popularité a remonté de façon considérable au lendemain de son accident. Première sortie, si j'ose dire, très symbolique du nouveau ministre de la Santé et de l'Action humanitaire. Bernard Kouchner s'est rendu aujourd'hui au centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg. Et le jour même où on apprend que le procès de la transfusion aura lieu le 22 juin prochain en correctionnel, Bernard Kouchner a affirmé sa volonté de transparence sur ce dossier. Transparence et sécurité. Reportage à Strasbourg de Jean-Pierre Quinson et Laurent Pelletier. C'est un regard humain mais aussi de technicien que souhaitait avoir aujourd'hui M. Kouchner. En venant rencontrer quelques donneurs de sang alsaciens, le nouveau ministre de la Santé voulait sans doute, dans le contexte actuel, remercier et encourager les 2 millions de donneurs français. Mais le médecin qu'il demeure a pu aussi enrichir ses connaissances sur les techniques les plus récentes en matière de transfusion sanguine. À cet égard, le centre de Strasbourg est une sorte de référence. 3e centre français en quantité après Paris et Lille, il est doté d'une unité de fractionnement parmi les plus modernes d'Europe. C'est dans ce cadre que le ministre a esquissé les contours de la réforme du système de transfusion français engagé par son prédécesseur et qu'il entend concrétiser par des textes avant la fin de ce mois. C'est quoi la transfusion? C'est d'abord des donneurs. Bénévolat, don, générosité, et ça doit demeurer parce que c'est très français. Il y a d'autres pays, mais la France le fait très bien. Et puis c'est la sécurité pour les patients. On ne peut plus supporter, bien entendu, qu'un patient rentre à l'hôpital et en sorte plus gravement endommagé ou plus malade qu'en entrant. Ça, c'est plus possible. Sécurité. Et donc il faut marier tout ça avec les nécessités industrielles. En moins de 3 heures, cette visite éclair à Strasbourg aura permis de montrer toute la priorité que Bernard Kouchner, le nouveau ministre de la Santé, entend accorder à la transfusion sanguine. Reste à savoir si la réforme qu'il a annoncée, qu'il a confirmée aujourd'hui, parviendra à estomper le souvenir des récentes affaires
dans l'esprit du public. Triste nouvelle, Arthur Ashe, le célèbre joueur de tennis, a dû avouer sa séropositivité. Il aurait été contaminé lors d'une transfusion et l'ancien champion de tennis a décidé de se joindre au champion de basket Ben Johnson dans sa campagne contre le virus. Didier Chaumont. Depuis 1988, Arthur Ashe savait qu'il était porteur du virus du sida. Ces derniers mois, certaines rumeurs faisant état de sa séropositivité, il s'est décidé à le révéler publiquement. Lors de sa conférence de presse, il est apparu très amincé, ayant beaucoup de difficultés à contenir son choc émotionnel. Il reste toujours extrêmement populaire aux États-Unis, même s'il a abandonné la compétition il y a maintenant 12 ans. Il fut le premier noir américain à devenir un grand champion de tennis. De nombreux titres à son palmarès, l'US Open, l'Open d'Australie est certainement l'un de ses meilleurs souvenirs, son titre à Wimbledon en 1975 face à Jimmy Connors. Arthur Ashe est l'homme aussi qui a découvert Yannick Noah. Au-delà de ce drame personnel, Arthur Ashe a décidé de partir en croisade avec le soutien de sa femme pour relever ce nouveau défi. Arthur Ashe affirme avoir contracté le sida en 1983 lors d'une transfusion sanguine au cours d'une opération à cœur ouvert. Tout comme Magic Johnson, il devient le porte-parole de tous les gens atteints par le virus. Tristesse aussi pour Ville de Paris, éliminée de la Coupe de l'Amérique la nuit dernière. Elle a perdu contre New Zealand. Et malgré la déception, le capitaine Pajot veut se relancer dans la bataille de la Coupe de l'Amérique dès l'année prochaine. Il aura sûrement moins de mal à convaincre les sponsors. Un conseil à tous les enfants qui nous écoutent, encouragez votre papa et votre maman à aller beaucoup plus tard que prévu à Euro Disneyland près de Paris. S'ils ne vous écoutent pas, ils seront pris, et vous aussi, dans un immense embouteillage. Plus de 90 000 automobilistes sont en effet attendus dimanche à Marne-la-Vallée et une grève du RER perturbera encore la situation. Même si un dispositif spécial est mis en place, la magie pourrait bien se transformer en cauchemar. Christelle Méral, Yves Devulf. 3 jours avant l'inauguration d'Euro Disney, c'est la mobilisation au PC de Champigny. Dans ce centre de régulation autoroutier de l'Est parisien, une cellule de crise a été spécialement créée pour l'ouverture du parc d'attractions. En effet, le 12 avril risque d'être une journée noire sur les routes à l'Est de Paris. Selon une enquête, 90 000 automobilistes comptent se rendre à Euro Disney dimanche. Or, le parking du site ne peut accueillir que 11 500 voitures. Pour couronner le tout, le RER-A, qui dessert Marne-la-Vallée, risque d'être fermé pour cause de grève. Pour éviter des bouchons monstres, les pouvoirs publics lancent un vaste plan d'action. Premier volet, les conseils aux fans de Mickey. Je dis à tous ceux qui avaient l'intention d'aller le 12 à Euro Disneyland, de différer cette visite. Et comme ce conseil risque de ne pas être suivi, Bison Futé vient au secours de la petite souris. Il recommande de ne pas utiliser la 4, l'autoroute de l'Est, et d'emprunter les itinéraires bis, les nationales 3, 4, 36 et 330. Deuxième volet du plan anti-bouchon, la régulation automatique de la circulation à partir du PC de Champigny. Ce centre sera constamment en contact avec les 1000 gendarmes et CRS placés sur la route. Dès que le parking Disney sera plein, ils inviteront les voitures à rebrousser chemin. Afin qu'Euro Disney ne devienne pas une véritable souricière dimanche, les forces de police n'hésiteront pas à appliquer ces mesures drastiques et ne cessent de répéter que le parc sera bien plus agréable à visiter une fois l'effervescence de l'inauguration retombée. Ce 19-20 est terminé. Je vous rappelle la nouvelle la plus importante de la soirée. Le Conseil constitutionnel demande une révision de la Constitution française avant la ratification du traité européen de Maastricht. Les sages jugent en effet contraire à la Constitution de notre pays 3 dispositions: le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales, la politique monétaire et de change unique et la circulation des personnes. On devrait avoir une intervention du chef de l'État, sans doute dans les jours qui viennent. Prochain rendez-vous avec la rédaction, 22h24, soir 3 présenté par Marc Hautement, et dans quelques secondes la météo de Florence Klein. Bonsoir, bonne soirée sur la 3. À demain 19h. Bonsoir. Jardino.